Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour Daniel. Bonjour Cécile. Alors je me présente. Je suis Cécile de Vezeau de la Vergne. Je suis sculpteur sur bois. En fait, c'est plutôt en taille directe de bois. C'est-à-dire que je taille des morceaux de bois, des essences de bois précieux à la gouge et au maillet, uniquement à la main. Peux-tu nous dire quel bois tu utilises? Alors j'utilise des bois que l'on me donne. Généralement, ce sont des bois d'arbres fruitiers comme du noyer, j'aime beaucoup. Ça peut être du poirier, du mirabellier. Et puis ça peut être aussi d'autres bois. Il y a des bois qui sont un peu plus durs, comme du chêne. Le chêne liège d'ailleurs a un bois dur au centre très très dur. C'est l'écorce qui est du liège. Et j'aime ressortir en fait la beauté du bois quand j'enlève des copeaux de bois, découvrir les veines, voir ce qui est joli, ce qui me plaît et enlever ce qui ne me plaît pas. Et c'est là où s'instaure une sorte de dialogue avec le bois. Le bois me propose des choses et moi je choisis avec mes gouges si je garde et je mets en beauté même ou si j'enlève. Et dans ton fort intérieur, là tu parles du bois, tu parles de ta relation avec le bois, mais je crois savoir que tu as un lien avec le bois qui reflète un travail personnel. Alors mon lien avec le bois, c'est parce que le bois a du vécu en lui. C'est-à-dire que vraiment la nature est merveilleusement bien faite et l'arbre a été dans un sol, dans un environnement, à côté d'autres arbres. Il peut y avoir des cailloux qui se mettent à l'intérieur de l'écorce ou des oiseaux qui viennent s'y nicher. Il se passe beaucoup de choses et la façon dont il a appréhendé son environnement et toujours été à la recherche de l'équilibre fait qu'il y a son histoire dans ses cernes. Et j'adore voir la magnificence dans la façon dont le bois s'est développé et s'est construit. C'est vraiment le vivant que je découvre en allant à l'intérieur. Et c'est une leçon pour moi de voir comment lui, l'arbre, a réagi. Et c'est vrai que quand avec mon maillet et ma gouge, il y a toujours un choix décisif. Est-ce que je garde, est-ce que je ne garde pas? Et c'est finalement très... il y a un enjeu, parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Donc une extrême concentration. Et finalement, cette concentration est tellement grande que ça devient une sorte de méditation, puisque je rentre à l'intérieur du morceau de bois, de son vécu, et en parallèle, je vais dans mon vécu et c'est vraiment une synergie d'aller en profondeur. Et comme c'est de la 3 dimensions, la sculpture, je tourne sans cesse mon morceau de bois pour que ça puisse être équilibré, joli, et que ça ait un rythme formel quand on tourne autour de cette sculpture. Et tout ça, ça représente des points de vue. Et donc, ma réflexion à moi fait que je prends d'autres points de vue, que je découvre, je réfléchis, je déduis, c'est très méditatif, philosophique, c'est une expérience de vie. Alors justement, j'aimerais te demander, ça veut dire que tes sculptures, tu les fais d'un bloc, tu le commences à un moment donné et tu le finis au même à un moment donné, enfin, c'est-à-dire en une seule fois. Donc en une seule fois, ça met un certain temps de faire une sculpture. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé une sculpture, au début je prends le morceau de bois avec son écorce et je fais connaissance avec lui. J'enlève l'écorce, j'enlève le bois en formation et finalement c'est comme une personne qu'on déshabille, on apprend à la connaître en allant de plus en plus vers l'intérieur. Et j'ai une sculpture que je commence et après je la finis puisqu'elle représente une période de ma vie. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant avec le travail abstrait, c'est que
je ne sais pas du tout ce que je vais faire en partant. Le morceau de bois m'inspire à la base. Je trouve que l'essence est belle, la forme est bien, la grandeur fait que j'ai la force physique pour assumer une telle grosseur. Au fur et à mesure, en allant justement en synergie entre lui, le morceau de bois, et moi, je découvre ce qu'il y a au fond de moi. Et finalement, c'est aller chercher dans son subconscient ou dans les tréfonds de l'être, ce qui ressort en langage formel dans la sculpture. Et ça, c'est totalement magique, parce que c'est vraiment comme... il y a un moment où je regarde la sculpture, admettons aux 3/4 du parcours, je me dis, ah bah oui, Eureka, c'est ça que je suis en train de faire. Et après, je poursuis le travail de taille directe de bois dans le sens de confirmer, d'approfondir ce message. Tu parlais d'essence, est-ce que c'est en lien avec ce que tu appelles l'essence vitale dans ce que tu viens de nous dire? Alors, il y a l'essence, c'est vraiment en deux sens, puisqu'il y a l'essence de bois, et donc si c'est du buis, si c'est du pommier, on dit l'essence de bois, et l'essence, c'est vraiment la source. Qu'est-ce qui est à la source? Ça, c'est le terme philosophique. Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui est à la naissance? La graine. Et ça s'accorde tellement bien, cette recherche de développement, d'équilibre, de nature philosophique avec comment est construit l'arbre, que l'essence finalement c'est l'essence des choses, le tout début, et l'essence de bois, sa nature propre, parce que une essence de buis, ça ne sera pas du tout la même qu'une essence de pommier ou autre. Donc, tu ne fais uniquement que du bois. Et qu'est-ce qui t'a, dès le début, lancé dans le bois comme matériau? Ah bah, ça a été un coup de foudre. Je me suis inscrite à un cours de gravure. Ce cours sur l'année comportait dans le programme de la gravure sur bois, donc de la xylographie, estampe, et puis après sur plaques de cuivre, sur d'autres matrices. Et j'ai commencé à faire à graver une plaque de bois et j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai adoré. Et comment tu es passé de la gravure à la sculpture? Alors, il y a eu un stage d'organisé d'une semaine pour justement apprendre à sculpter le bois en 3 dimensions. Et j'ai rencontré là la personne qui a été mon mentor, René Presta. C'est une personne qui se réclame sculpteur paysan. C'est un autodidacte qui habitait à Chessy-les-Prés en province, qui était agriculteur. Et une fois qu'il a pris sa retraite, il a fait vraiment ce qu'il voulait faire, c'est de la sculpture sur bois. Et il a sculpté des racines de noyer absolument énormes, il a fait des œuvres monumentales, il avait un grand savoir-faire. Et on est tombés en grande amitié tous les deux. Et j'ai poursuivi la sculpture. Je suis toujours restée en contact avec lui. Il m'a beaucoup appris. Parce qu'en fin de compte, c'est le bois, il n'y a aucune concession. Il fait pas de cadeau, le bois. Et si on arrive avec ses grands chevaux en disant je vais faire quelque chose de merveilleux, ça va pas marcher. Il y a vraiment aussi cette relation qui fait que René Presta m'a montré toute l'humilité qu'il avait envers ses créations. Et c'était quelque chose qui était terriblement décisif comparé à des écoles des beaux-arts qui ne sont pas du tout dans cette optique-là. Pourtant, tu as fait l'école Boulle. Alors, l'école Boulle, c'est différent. L'école Boulle, oui, ça, c'est une école excellentissime qui... j'ai pas fait vraiment l'école Boulle, j'ai passé mon CAP, j'ai fait une année de formation pour passer mon CAP d'ébéniste pour apprendre à manier les outils manuels. Parce que c'est rare de trouver des personnes qui ont ce savoir-faire. C'est quelque chose qui m'embête beaucoup, puisque maintenant même les ébénistes travaillent tous avec des machines. Et le geste à la main, l'affûtage, ça c'était quelque chose que j'ai appris avec eux.
Mais après, je suis allée pour découvrir qu'est-ce que c'était que l'art aux Beaux-Arts de la ville de Paris. Et c'est ces personnes-là à qui je faisais référence quand j'ai eu contact avec l'art, comprendre ce qu'était qu'une œuvre d'art. Et là, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient dans des démarches très personnelles, qui n'étaient pas dans le partage, qui étaient plus dans l'ego, dans montrer qui elles étaient et qu'elles étaient les meilleures. Une petite question, tu as parlé d'un point de vue technique de la xylogravure. Pourquoi xylo? Xylo, ça veut dire bois. D'accord. C'est le terme grec. Ah d'accord, d'accord, ok. Est-ce que tu te considères comme une autodidacte? Alors, non, parce que justement, il y a des personnes qui m'ont beaucoup appris. Donc, l'école Boulle m'a beaucoup appris. René Presta, cette personne m'a beaucoup appris. J'ai quand même appris, du moins j'ai été chercher par moi-même en regardant beaucoup autour de moi ce que faisaient les autres aux Beaux-Arts de la ville de Paris, puisque j'avais pas vraiment de prof finalement. Et puis j'ai eu aussi la chance de travailler à l'usine avec des ornemanistes, ceux qui font des carcasses de chaises, donc des feuilles d'acanthe, des marguerites, et eux ils sont vraiment professionnels, mais pas du tout artistes, c'est-à-dire qu'eux n'ont aucune créativité, ils reproduisent à la perfection ce qu'on leur demande de faire. Donc j'ai eu ces 3 écoles qui sont fondamentales, parce que la technique c'est excessivement important. Moi j'aime beaucoup ça. Les personnes qui aiment bien ce que je fais, soit elles aiment bien le bois, soit elles aiment bien l'art, le sens formel, comment j'ai construit ma sculpture, ce que j'ai pu apporter de nouveau. Mais il y a tout ce qui est technique, les outils, l'affûtage, tout ça, j'adore ça. C'est vraiment un ensemble. Et les ornemanistes m'ont beaucoup apporté et je leur tire mon chapeau parce que ce sont vraiment des grands professionnels, mais pas artistes. Et alors tu parles d'un côté réaliste des personnes qui t'ont entouré, et pourtant je vois que tu t'es lancé dans l'abstrait, l'art abstrait. Alors ça n'a... il y a... alors l'art figuratif et l'art abstrait, ce n'est pas forcément les personnes autour qui apportent ça. Du moins, dans ma démarche, moi je fais de l'art abstrait parce que comme je l'ai expliqué, je vais chercher au fond de moi qu'est-ce qui se passe, et ça n'a pas forcément un langage. Du moins le langage, le vocabulaire que j'ai choisi, c'est le vocabulaire formel, c'est-à-dire de la forme. Je vais mettre en forme quelque chose qui vient du plus profond de moi et qui, quand la personne regardera l'œuvre, recevra un message, ça lui fera penser à quelque chose. Et ce que je trouve formidable dans l'abstrait, c'est que moi, j'ai voulu y mettre de ma vie, mais la personne qui regarde l'œuvre, y mettra de la sienne. En fait, on est 3. C'est-à-dire qu'il y a moi qui l'ai fait, il y a l'œuvre et il y a le spectateur. Et le spectateur reçoit un message, et si jamais il voit cette sculpture, disons 2 ans après, il ne recevra pas le même message parce que lui aura bien évolué dans sa tête, son monde sera différent, ses références seront autres, il aura vu et fait plein d'autres choses. Et donc l'abstrait pour moi, c'est pas faire une maquette, me dire je vais faire une belle forme. C'est pas une forme qui ne veut rien dire. C'est justement une forme qui veut dire pour moi quelque chose. Parce que il y a par exemple le bombé veut dire peut-être plus la générosité. Les fissures veulent dire une certaine cassure. Le fait que ça ne soit pas lissé, ce sont des coups de gouge qui donnent un côté plus brut. Tout a un langage, mais ça c'est mon langage. Mais le langage du spectateur, il percevra quelque chose qui pour lui est différent. J'ai remarqué que dans toutes tes sculptures, il y avait quelque chose qui se rapproche toujours au niveau du couple. Alors pourquoi le couple ? Alors, j'étais en couple et je suis une grande romantique et j'étais vraiment beaucoup dans mes problématiques de couple en fait. Il se trouve que
j'avais beaucoup de choses à comprendre par rapport à la relation. En fin de compte, c'est une thérapie. Tout à fait, complètement. Alors là, on est complètement d'accord. Mais je pense que l'art est une thérapie. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et en tout cas, c'est l'optique dans laquelle je le fais, oui. Une recherche. Et dans cette thérapie, sens-tu une évolution? Puisque tu évolues toi-même. Est-ce que justement, on perçoit cette évolution dans tes sculptures? Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a l'évolution sculpturale et il y a ma propre évolution. Mais comme on a vu, ça allait un peu de pair. Ouais. Mais je pense que comme c'est une approche philosophique, le but de l'homme, c'est de progresser, d'essayer de trouver quel est son chemin, de se trouver lui-même. Et c'est vraiment cette quête que je fais. Donc ça serait une thérapie, bien évidemment, philosophique pour moi. Et je rencontre beaucoup de sculpteurs, je vois ce qu'ils font, ça m'intéresse énormément la forme, rencontrer des artistes, voir comment ils vivent leur vie d'artiste, puisqu'il y a vraiment toutes sortes de personnalités, pourquoi sont-ils artistes, et donc ils me montrent quelle est leur démarche, c'est-à-dire pourquoi ils font ça, comment ils le font, dans quel but, la manière dont ils travaillent, parce que pour moi ce qui est vraiment important, c'est vraiment le geste et la matière. Et quand je rencontre des artistes, je pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe dans l'atelier? Pour moi, c'est intéressant. Ce qui se passe à l'exposition, dans la galerie, c'est une cerise sur le gâteau. C'est la rencontre avec les spectateurs, comme je les ai nommés tout à l'heure. Mais en même temps, la vie d'artiste, ça ne se passe pas là. Ça se passe à l'intérieur et ça se passe dans l'atelier. Alors j'ai remarqué aussi que dans certaines sculptures, à savoir celles qui représentent une œuvre conceptuelle, c'est un arbre, ça veut dire que tu t'engages déjà dans la société, tu as quelque chose à dire de la société. Alors ça, c'est justement dans le métier de sculpteur. Parce que le métier de sculpteur, d'ailleurs, quand j'ai commencé, le mot sculptrice n'existait même pas encore. On m'a dit c'est femme sculpteur. Alors moi j'ai fait sculpteur avec un E et c'est sculptrice finalement, ce qui n'est pas très joli à mon goût, mais bon, c'est comme ça. Et il y a beaucoup de choses à réaliser en tant que sculpteur. Et donc là c'est une œuvre conceptuelle tout à fait qui porte un message, qui me parle, c'est pour le changement climatique. Et cette œuvre a été présentée au LSCE, c'est au laboratoire des personnes qui étudient le réchauffement climatique depuis bien des années. Mais j'ai aussi fait des groupes. Par exemple, il y a les bourgeois de Calais qui sont exposés. Donc Rodin a fait des groupes de personnages. Alors moi, ce groupe-là a été réalisé. Je ne me suis pas dit, donc je vais faire un groupe. Mais il se trouvait que l'atelier que j'avais à l'époque, il y avait toute une bande de jeunes, des colocs, ils étaient 7-8 à vivre tous ensemble et ils venaient me voir assez régulièrement à l'atelier, tranquillement. Et il est ressorti un groupe. Donc je me suis dit, super, je vais faire un groupe parce que ça fait partie de l'œuvre avec un grand O majuscule. C'est important de pouvoir apporter plein de types d'œuvres. Je fais un travail très intimiste, c'est mon travail. Je ne suis pas dans les grands formats, m'exposer comme ça. Justement, je vais chercher ce qu'il y a au fond et j'essaye de faire émerger quelque chose. D'ailleurs, là, j'ai une toute petite sculpture en ébène. Et le but de celle-ci, ça m'a beaucoup plu de travailler l'ébène, c'était pour travailler le bois et c'était une expérience que j'avais envie de faire depuis longtemps et donc c'est l'inspiration qui vient, c'est pas je vais faire une œuvre comme si, c'est les occasions, les rencontres, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressors et c'est ça l'abstrait, je vais pas décider ce que je vais faire, c'est ça qui est merveilleux, c'est ça. Je pense au tableau de Fragonard, ça m'intrigue. Oui. Pourquoi Fragonard? Pourquoi cette représentation de l'homme avec son verrou? Alors c'est très très personnel et ce tableau représente en fait la scène d'un viol. Oui. Et donc je ne décide pas ce que je ressors et c'est vrai que il peut ressortir des choses qui sont
c'est très dur, hein, c'est un accouchement, hein, c'est comme les écrivains qui écrivent des livres, hein, c'est exactement la même chose. Si je travaille sérieusement, c'est une réelle épreuve. Et par rapport aux différents styles dont tu parlais, Daniel, j'ai ressorti dernièrement une œuvre terrible qui représente un animal extrêmement monstrueux. Et là, pour le coup, il était très gros. Parce que c'est pas une histoire d'ego, ce que je recherche en faisant la sculpture, c'est finalement la monumentalité de l'épreuve que j'ai subie. J'ai sorti un animal taillé très vite, très brut, à la méthode non finito de Michel-Ange, c'est-à-dire c'est pas fini, c'est brut, ça vient tout seul, et en 3 jours j'ai sorti un monstre énorme avec un faciès avec des sortes de crocs comme ça, et puis de l'autre côté il y avait comme un pic, une seringue, comme on t'injecte du poison dans les veines, et en fin de compte ça c'est vraiment par rapport à tout ce qui est psychothérapie, c'est vraiment la toxicité que j'ai subie qui est ressortie dans cette sculpture, qui était tellement laide que je l'ai enveloppée dans un drap et je l'ai mise dans ma cave. Je ne pouvais pas la voir, elle m'effrayait. Et ma sœur qui est passée me voir 2 jours après, je ne lui ai pas montré, parce que je trouve que c'est une sculpture extrêmement bien réussie, parce que ça c'est un vrai acte de sculpture. Et un vrai acte humain aussi, parce que ça répond à une tranche de ta vie, certainement, comme oui, tous les autres qu'on a vus. Moi, je suis très contente de tes explications. Je suis très contente surtout de ta participation à la vie que l'on traverse en ce moment, surtout d'un point de vue écologique. Je trouve ça très, très fort. Mais par ailleurs, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tes couples, évidemment, parce que ça nous interpelle, merci Cécile, ça nous interpelle et on s'y retrouve, quoi, on s'y retrouve. Est-ce que les spectateurs te font des remarques au sujet de cet art abstrait, au sujet des sujets? Qu'est-ce que t'as marqué dans les observations des spectateurs? Alors les observations intimes, c'est très très rare. J'ai seulement le souvenir d'une seule. C'est le mari d'une femme qui était avec moi dans l'association de sculpteurs. Donc il connaît l'art. Mais sinon les personnes en galerie, où il y a... C'est vrai que c'est important pour un artiste de pouvoir s'exprimer avec plusieurs œuvres, de ne montrer qu'une ou 2 œuvres qui sont prises dans une série, puis une autre série. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de compréhension de la part du spectateur. Ça devient presque uniquement qu'un objet. Il peut y avoir quand même une grosse force qui se passe, je l'espère, mais dans mon cas, c'est vrai que... étant donné que chaque sculpture représente une période de ma vie, c'est un peu comme un album photo où il se passe des choses très très intimes, et j'aimerais pouvoir faire une exposition où il y ait ce fil-là, dans le sens où c'est pas pour exposer quelle est ma vie à moi, mais comme tu le dis Daniel, ce que j'ai vécu en couple, ça se passe dans tous les couples. C'est quelque chose, comme c'est l'essence que je vais chercher, c'est la nature humaine, la vie, et c'est ce que tout le monde traverse ou vit, réinterprète à sa propre manière. Et ce que j'espère, c'est que mes sculptures soient sujettes à réflexion. Mais par rapport aux réflexions des spectateurs, le point de vue philosophique est extrêmement rare. Oui, alors là, j'ai l'impression que tu traduis l'émotion, la sensation. Tu n'en as pas parlé, d'émotion et de sensation. Alors, lors de la taille ou... Ben, je sais pas. J'ai toujours entendu que les artistes étaient là pour traduire une sensation. Est-ce que c'est ton cas? Alors, je pense que je suis de nature hypersensible, c'est-à-dire que il y a des tests pour ça, HPE. Au potentiel empathique et hypersensible. Donc il se trouve que je coche toutes les cases pour ça, et donc je reçois et je vis plus fort
que la moyenne. Voilà, on est à peu près 20%, hein, ce qui n'est pas négligeable, hein, d'hypersensibles. Hein. Et la manière dont je le vis et dont je l'expulse, ou je le mets en forme, on va dire, fait que c'est sûrement grâce à cette hypersensibilité que j'ai le besoin de le créer. Et Cécile, il paraît que c'est toujours le problème chez les artistes. Quand est-ce que tu sens que c'est terminé, que tu es arrivé à la fin de ton œuvre? Je le sais. En fait, il y a beaucoup de travail intuitif. Parfois on aimerait que cette foutue sculpture soit enfin terminée, parce que le sujet est quand même compliqué, parce que une fois qu'on a compris quel est le sujet, c'est quand même dur, donc il faut aller vite. Alors l'expérience fait que après ça c'est super d'avoir de l'expérience avec les outils, de savoir comment prendre la chose, et ça c'est de progresser en technique, c'est vraiment l'idéal. Et il y a un moment où, à force d'avoir tourné ma sculpture dans tous les sens et de savoir que visuellement elle fonctionne, c'est-à-dire qu'elle peut être positionnée dans n'importe quel endroit, vue de haut, d'en dessous, tout ça, le langage, l'équilibre, tout est ok. Je me dis bon ben formellement c'est bon, et puis après il y a aussi tout ce qui est la finition, si elle a besoin d'être finie, poncée. Ça ajoute encore quelque chose. Et après, il y a, si je la cire naturellement, ou si je mets une sorte de vernis laqué, brillant, pour donner encore de la prestance. Tout ça, c'est une histoire de message. Et il y a aussi le socle. Comment elle sera positionnée sur son socle. Par exemple, Brancusi mettait des socles qui étaient extrêmement importants dans l'équilibre de ses œuvres. Si je comprends bien, Cécile, ton œuvre est merveilleuse. Pour toi. Quand elle est terminée, elle est merveilleuse. Bah, pour moi, elle est merveilleuse. Pour moi, elle me fait vivre. J'ai besoin de ça. Alors, merveilleux, c'est le bois qui est merveilleux. Moi, après, j'ai beaucoup de sculptures que je ne montre pas. C'est René Presta, la personne donc, qui m'a initiée à la sculpture en taille directe de bois, qui me disait il faut exposer, il faut exposer. Et j'ai exposé 10 ans après avoir commencé. Oui, d'accord. Tu as attendu. J'ai beaucoup attendu. Oui, oui, moi je ne suis pas du tout à vouloir exposer, parce que là, moi ce que je veux exposer, c'est toutes mes sculptures les unes à côté des autres, pour avoir vraiment quelque chose de plus global, vraiment faire une œuvre. Ouais. Ben écoute, notre essence est sympa, parce que là, on a fait le tour de la technique, la partie méditative qui est quand même sacrément importante et philosophique. Et moi, j'apprécie beaucoup ton engagement vis-à-vis de la société. Moi, je reste baba devant ton manifeste du réchauffement climatique. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, mais pour te dire, j'aime le couple aussi, j'aime beaucoup le couple, parce que c'est vraiment très suggestif. Hein, vraiment sur la partie sexuelle, oui. Il faut le dire. Oui. Ben, c'est sympa ce que tu fais, et c'est sympa maintenant que tu exposes, enfin, parce que si tu as attendu 10 ans, c'est beaucoup hein, quand même. Hein. Si je pouvais avoir une salle pour exposer en rétrospective, ça serait vraiment l'idéal. Alors maintenant, on fait un appel. Qui peut te donner cette possibilité hein? Peut-être que par l'intermédiaire de notre échange, il va y avoir une personne qui va se dire ah oui, il faut que je la rencontre. Et puis on peut peut-être faire quelque chose ensemble. Ça serait formidable. Voilà. Et ben maintenant, on va prendre une tasse de thé. Qu'est-ce que tu en penses, Cécile? Je pense que c'est une très bonne idée. Et ben voilà, allons-y. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Aussi. Merci, Jean-Louis.